Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dufresne, haut fonctionnaire, économiste, directeur de l'Institut Rousseau. Il a sorti, il y a de ça quelques mois, un livre sur la dette au XXIe siècle, comment s'en débarrasser d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'en ce moment, la dette, elle est dans toutes les têtes, parce qu'on a eu Bruno Le Maire nous expliquant que le déficit budgétaire étant ce qu'il était, il allait falloir faire des économies, que les intérêts de la dette sont en train d'exploser. Et puis la dette américaine aussi qui est, en train d'atteindre des niveaux records, qu'on n'avait pas connus depuis, la Seconde Guerre mondiale. Donc la dette est vraiment, au cœur de la machine économique mondiale et on va essayer, avec, Nicolas de comprendre. Bonjour. Bonjour Alexis, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le livre, j'en parlais, je vais, montrer la couverture. Il s'agit de La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer aux éditions Odile Jacob. Pourquoi vous avez, écrit ce livre sur la dette? Est-ce que c'est pour vous le sujet central de l'économie, actuelle? Oui, je pense qu'on sous-estime l'importance du sujet très clairement. Et en réalité, l'économie du 21e siècle, à mon avis, et c'est le postulat que je défends dans le livre, on n'arrivera pas à la bâtir, on n'arrivera pas à faire face à tous les défis qu'on a, la reconstruction écologique, sociale, les moyens pour l'hôpital, pour l'école, pour la recherche, si à un moment on n'a pas une autre approche de la dette et si on a toujours en fait cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes et qui menace à chaque instant, comme on l'a vu encore il y a quelques semaines avec le décret d'avance qui a supprimé 10 milliards d'euros de dépenses. Si on a chaque fois ces politiques, si tu veux, de stop and go, Mmh. où on a une crise, on dépense, et puis après la crise, on essaye sans efficacité de réduire la dette, sans se poser la question fondamentale de pourquoi cette dette est là, de à quoi elle sert. Et moi, j'aimerais quand même juste qu'on ait en tête quelque chose qui est simple, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que si aujourd'hui, on remboursait toutes les dettes qui existent, les dettes publiques comme privées, ben, il y aurait tout simplement plus de monnaie. Alors ça, Mmh. les gens ne sont pas toujours conscients, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a un lien intrinsèque très fort entre la dette et la création monétaire. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de monnaie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'accumulation de dettes et surtout de dettes privées soit quelque chose de souhaitable et quelque chose qui ne pose jamais de problème. Ça Mais peut poser des problèmes et ça en pose aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, comme tu disais, pour s'en débarrasser ou comme je dis dans le titre du livre, pour s'en libérer et pour réussir à penser, j'ai écrit ça, donc à réussir à penser la monnaie après la dette et en mmh. dehors de la dette, en tout cas pour une partie de la monnaie, parce que sinon on va avoir toujours ce problème récurrent qui revient. Et juste une petite remarque quand même qui devrait nous interpeller. Quelle que soit la couleur des gouvernements, quels que soient les pays, quelles que soient les époques, depuis plus de 50 ans maintenant, il n'y a aucun pays qui ne fait pas face au problème de la dette. Les États-Unis de Trump comme d'Obama, comme tu l'as rappelé, comme de Biden, l'Allemagne d'Angela Merkel, l'Italie de Berlusconi, même la Chine commence à avoir des Mmh. problèmes de dette. Donc en réalité, il faut comprendre pourquoi tous les pays du monde sont confrontés à ces problèmes de dette. Ben, c'est parce qu'il y a ce lien profond avec la création monétaire. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la dette, on parle toujours soit de l'excès de dépenses, soit de l'insuffisance de recettes, on dépense trop ou on taxe pas assez les riches, mais jamais on ne parle de la cause la plus fondamentale qui est celle-là. Donc je pense que oui, réussir à repenser un petit peu notre manière d'appréhender la dette et la monnaie, ça va être je pense, l'enjeu économique majeur
du 21e siècle. Parce qu'en fait, ce modèle-là, on le voit, hein, les États-Unis, c'est 34 400 milliards de dette, c'est, 1 000 de dettes de plus tous les 3 mois, mais les États-Unis, c'est le dollar, hein, donc eux peuvent produire avec, la banque centrale autant de dollars qu'ils veulent. En plus, c'est la monnaie des échanges internationaux, donc est-ce que c'est pas ce modèle qui est devenu le modèle dominant? Mais est-ce que nous, parce qu'on suit ce modèle-là, est-ce qu'on a les moyens de le faire? À savoir, la France, c'est 3 100 milliards d'euros de dette, plus 1 000 milliards depuis, le quinquennat Macron, mais c'est la Banque centrale européenne, hein. C'est l'euro, c'est pas le dollar et l'euro, c'est une devise partagée par plusieurs pays qui ont des situations économiques plutôt diverses. Est-ce que, c'est pas plus facile de faire de la dette quand on imprime la monnaie et qu'on est les États-Unis? Et est-ce que c'est pas plus dangereux quand on est la France au sein de l'Union européenne, de la zone euro, parce qu'on n'a pas les moyens de cette politique de l'endettement? Mmh. Alors, ce qu'il faut, comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il y a un débat économique qui est monté et qui, à mon avis, a fait beaucoup de bien. C'est tout le débat autour de ce qu'on a appelé la théorie moderne de la monnaie, la fameuse MMT. Et les penseurs de la MMT, dont une partie a vraiment influencé les politiques de Biden, ont dit quelque chose qu'on devrait tous avoir en tête, à savoir que les déficits publics participent aux excédents privés. C'est-à-dire Mmh. que quand l'État injecte de la monnaie, bah, finalement, elle finit par bénéficier au secteur privé. À l'inverse, si on veut absolument faire de l'excédent budgétaire, on va le prendre où? Bah, forcément dans la poche des entreprises ou des ménages. Et donc aux États-Unis, il y a eu ce débat qui a permis de comprendre que finalement, le déficit public, bah, c'était aussi un moyen de soutenir l'activité et la croissance. Et alors, ça a eu des résultats quand même assez fantastiques. En 2007, il faut savoir que le PIB de l'Union, de la zone euro et le PIB américain étaient peu ou prou équivalents. C'était à peu près aujourd'hui, il est 80% inférieur en Europe. On Ouais. s'est fait tout simplement déclasser, distancer. Et ce qu'on remarque, c'est que les États-Unis, alors la dette publique n'est évidemment pas le seul facteur, mais les États-Unis n'ont jamais hésité à faire beaucoup plus de déficit, à faire beaucoup plus de dettes que nous. Et c'est très manifeste sur les 15 dernières années où on a vu Mmh. que le déficit américain était systématiquement supérieur au déficit moyen des pays de l'Union européenne. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé une décennie perdue en Europe, hein, pendant que les autres investissaient aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Inde, au Japon. Eh bien, nous, on continuait à faire du surplace. Bon, alors ensuite, il y a la question du dollar. Et là, tu as raison, c'est vrai que les Américains ont cette supériorité du dollar qui fait que dans leurs échanges internationaux, dans leurs acheteurs de dettes, bon, évidemment, tout le monde a besoin de dollars. Donc, c'est très facile de les couler. Mais en Europe, on n'est pas si mal placé du tout. Par exemple, à chaque fois que l'État fait une adjudication, c'est-à-dire place de la dette sur les marchés, il y a toujours 6 à 7 fois plus d'offres de la part des marchés que de demandes de la part des États. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Allemagne, c'est le cas dans Donc les marchés ont besoin de dette publique. En gros, les c'est ce que tu marchés ont dis? besoin de dette publique. La Ouais. dette publique, c'est la brique de base des marchés financiers. Mmh. Ils en ont besoin pour régler leurs opérations sur le marché interbancaire. Ils en ont besoin pour emprunter des liquidités auprès de la Banque centrale. Ils en ont besoin pour tout. Ils en ont besoin pour calculer le taux sans risque. Et donc finalement, quand François Fillon nous disait je suis à la tête d'un État en quasi-faillite en 2007 et que la dette était à 60% du PIB, eh ben les marchés ne demandaient pas moins de dette qu'ils n'en demandent aujourd'hui, que la dette fait à peu près 110%, 115% du PIB. Ils en ont besoin, ils en demandent toujours plus, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils en ont besoin pour fonctionner. Et donc, il faut arrêter de se faire peur. Hein. On se fait peur avec beaucoup de choses. On se fait peur avec l'idée que les marchés, à un moment, pourraient nous abandonner. Pas du tout.
Non, C'est mais impossible, c'est pas c'est plutôt les gouvernements qui jouent à faire peur, bien aux sûr, populations en disant: «Il faut faire des économies». C'est le bien prétexte, sûr, à la rigueur, à l'austérité. Parce que, tout à à chaque fait. fois, c'est la même chose. On fait de la dette et puis on dit: «Ah oui, mais attention, il y a trop de dépenses publiques, donc il faut absolument limiter les dépenses publiques». C'est ce que dit Bruno Le Maire, hein. 10 000 000 puis 20 000 000 à aller chercher, et qu'est-ce qui est tapé en premier? Les services publics et maintenant, les droits à l'assurance chômage, enfin tout ce qu'on appelle les conquis sociaux. Donc, est-ce que c'est pas simplement une excuse en réalité pour nourrir grassement les marchés financiers et saboter un peu plus l'État social, la République sociale? Mais c'est tout à fait ça, hein, bien sûr, c'est une stratégie qui est vieille, qui date pas d'hier, hein, qui consiste à mettre en avant, moi j'avais dit au moment où on avait fait le quoi qu'il en coûte, où le gouvernement avait fait le quoi qu'il en coûte, que déjà c'était pas un vrai quoi qu'il en coûte parce qu'on avait simplement limité la casse, hein, on n'avait pas fait davantage, on n'avait pas fait de plan de relance massif, hein, on avait simplement limité la casse et surtout, ce que ça avait montré, c'est 2 choses. Premièrement, qu'il n'y avait aucun problème à écouler la dette publique, surtout quand la Banque centrale est derrière, Mmh. et qu'elle achète des titres de dette publique, jusqu'à, on pourra y revenir tout à l'heure, jusqu'à posséder aujourd'hui, la BCE possède un tiers de la dette publique de la totalité des États de la zone euro, un tiers, ce qui est quand même, ça veut dire 4100 milliards d'euros. Bon, et ça a permis, alors que les États s'endettaient massivement, qu'ils s'endettent à taux négatif ou à taux zéro pendant plusieurs années. Donc en Mmh. réalité, il y a 2 choses à comprendre absolument. Quand la Banque centrale le veut, il y a toujours des débouchés à la dette publique. Et quand la Banque centrale le veut, les taux d'intérêt sont à zéro ou négatifs. Donc il faut jamais oublier une chose, c'est que l'austérité, elle est budgétaire, mais elle est aussi monétaire. Elle est Mmh. aussi monétaire. Et là où avant, on parlait, tu sais, peut-être avais-tu entendu ça dans tes études, le fameux policy mix, qui était en fait l'idée qu'il fallait coordonner politique budgétaire et politique monétaire. Bah Ouais. ça a complètement disparu, ou plutôt on a une coordination des deux dans l'austérité, c'est-à-dire que d'un côté on augmente les taux et de l'autre côté on fait de l'austérité et puis on nous dit, ce qui est vrai par ailleurs, que on va payer beaucoup d'intérêts sur la dette publique. Ça c'est vrai, la charge d'intérêt sur la dette publique était à 30 milliards d'euros il y a quelques années. Elle est passée à 50 milliards d'euros cette année. Et comme on doit renouveler les 2 tiers de la dette publique française avant 2027, eh bien, on va les renouveler dans une période où les taux seront encore élevés. Et donc, elle va exploser, elle va atteindre 70, 80, voire 100 milliards d'euros, ce qui va être un bénéfice majeur, un transfert majeur de la collectivité vers les marchés financiers en transférant toute cette monnaie. Mais en réalité, on pourrait faire autrement, hein. C'est là-dessus que je veux insister. C'est Ouais. que si on avait le contrôle sur la banque centrale, on pourrait maîtriser les taux et on pourrait continuer d'écouler la dette sans aucun problème. D'ailleurs, même sans la Banque centrale, on écoule la dette sans aucun problème, sauf qu'on l'écoule plus cher. Parce que la BCE elle-même a décidé, selon sa logique monétariste, à savoir que dès qu'il y a de l'inflation, peu importe l'origine, il faut augmenter les taux d'intérêt, et bien nous a placés dans cette situation-là. Donc moi, c'est une idée que je défends dans le livre, hein, c'est-à-dire Mmh. que si à un moment on veut récupérer le contrôle sur notre dette publique et sur la capacité de nos États à se financer, eh bien, il faudra en passer forcément à long terme, hein, par une reprise en main de la Banque centrale, parce qu'après tout, il n'y a aucune raison pour que des sujets aussi importants soient laissés dans les mains de banquiers centraux non élus, indépendants des pouvoirs politiques, mais dépendants des marchés financiers. Et ça, c'est une situation qui ne peut pas Mais durer. parce que oui, qui contrôle la banque centrale? Bah, qui contrôle la Banque centrale, et a priori, en tout cas juridiquement, personne. Sauf qu'en réalité, on voit une connivence vraiment très forte entre le monde bancaire
et le monde des banques centrales. En France, on a un cas d'école, Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui a fait toute Mmh. sa carrière dans les banques privées et qui n'a jamais pris une mesure défavorable aux banques privées. Je vais te donner un exemple qui est choquant et qu'à mon avis tout le monde devrait avoir en tête. Tu sais, on parle toujours de il n'y a pas d'argent magique, Ouais. etc. Bon. Eh bien, figure-toi que l'année dernière, là en 2023, et ça va être la même chose en 2024, la Banque centrale européenne a subventionné, en créant de la monnaie, tout simplement, à hauteur de 143 milliards d'euros, les banques privées, tout simplement parce qu'elles avaient déposé leurs réserves, leur excès de liquidité dans les comptes de la Banque centrale. Et comme la Banque centrale a augmenté les taux, eh ben, elle s'est dit, bon, ben, j'ai augmenté les taux, donc je vais rémunérer les banques, voilà, parce qu'elles ont des liquidités chez moi. Un peu comme on rémunère ton livret A, Ouais, voilà, ouais. comme ça, sauf que là, c'est pour les banques et qu'elles n'ont absolument rien fait pour le mériter. Elles ont simplement laissé dormir les liquidités qu'elles ont empruntées auprès de la BCE sur les comptes de la BCE. Et ça représente Alors 143 ça, c'est milliards. vraiment de l'argent magique du coup. Tu empruntes Ah de non, mais l'argent et ensuite en fait, non, tu gagnes de l'argent gratuitement. Enfin, c'est et mieux que l'auto. c'est mieux que le loto et puis c'est 143 milliards d'euros, quoi. Tu vois, on n'est pas sur des petites économies. Enfin, c'est quand même fantastique, quoi. Voilà, c'est vraiment. Incroyable. Et si on ne fait rien, moi j'avais alerté sur ce sujet. Il y a quelques parlementaires Mmh. européens qui s'en sont saisis, mais pas beaucoup. Si on ne fait rien, ça va être la même chose en 2024. Et alors, Mmh. ce qui est fantastique, c'est que tu vas voir, ça va même plus loin que ça, hein, pour te dire un peu que dans ce monde-là, c'est pile je gagne, face tu perds, hein, toujours dans le monde des banques et des banques centrales, parce que tu te rappelles l'époque où la Banque centrale avait des taux négatifs. Et Oui. alors là, les banques qui avaient des liquidités qui dormaient à la Banque centrale étaient allées voir la Banque centrale et avaient dit ah mais quand même c'est pas sympa pour nous parce que nous on paye le taux négatif, donc du coup là elles étaient un peu désavantagées, elles devaient payer la Banque centrale, donc elles ont dit c'est pas sympa et la Banque centrale a fait ok, vous inquiétez pas, on va mettre en place un système qu'on appelle le tiering, qui va vous protéger des taux négatifs. Donc, vous n'aurez pas à payer les taux négatifs. Par contre, quand les taux sont ultra positifs à 4, 5% comme ils sont en ce moment, ah ben là, il n'y a pas de mécanisme pour qu'elles fassent pas de profit. Non, là, elles encaissent et Là, là, c'est open personne. bar. Ouais, ouais. Mais Voilà. Donc, enfin, c'est un système de création d'argent magique, que tu es en train d'expliquer, avec un déficit démocratique évident. C'est-à-dire que Christine Lagarde est nommée, mais par qui? Par un collège, en fait, à la comment ça se passe la nomination du banquier central? Christine Lagarde, comment elle arrive là? Parce que derrière, c'est pas il y a pas de vote, des États. Enfin, c'est je bah, il y a, est-ce il que y tu a, il y a, oui, il y a une recommandation mmh, du Conseil et puis il y a une audition par le Parlement européen. ouais, quand même, ouais. Ouais, il faudrait regarder en détail, mais bon, en réalité, le Parlement européen n'a aucun pouvoir là-dessus, hein. C'est les États qui déterminent leurs candidats à travers le Conseil des banques centrales. Et ça, d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui est assez fou parce que Mmh. dans l'histoire, on a fait les révolutions euh, parce que les parlementaires voulaient, le peuple voulait avoir la main sur les budgets, sur la fiscalité des rois et de la royauté. Ça a été une des causes majeures de la Révolution française. Aujourd'hui, comme on a un déficit structurel qui est là depuis plus de 50 ans, le recours au marché, au financement de la dette par les marchés, est lui aussi devenu structurel. Mmh. Et pourtant, les parlementaires n'ont absolument aucun pouvoir là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à la commission des finances, je connais bien le sujet de l'Assemblée. Et donc, les parlementaires ne votent ni le montant qui va être emprunté par l'État sur les marchés, ni les échéances, la durée, ni les taux, ni rien du tout.
Voilà, l'État leur donne un chiffre et puis on leur dit: «Signez-là» Oui et puis et même quand il est question de voter le budget, le gouvernement passe à coup de 49.3 donc en fait, le et en plus parlement sert à rien en matière financière, hein. C'est et vraiment, et et en plus, tu as raison, le budget est voté à coup de 49.3. Mais même quand il n'était pas voté à coup de 49.3, les parlementaires n'avaient rien à dire. C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire un prêt à ta banque, eh mmh, bien, on te laisse, enfin, on te conseille, mais tu peux quand même au final choisir la durée, le taux, le volume d'emprunt, et mmh, cetera. Ben, mmh, les États, les parlementaires, non. C'est des agences indépendantes, l'agence France Trésor, et puis tu as là aussi des passerelles avec les banques, hein. L'ancienne directrice adjointe de l'agence France Trésor qui est devenue numéro 2 de la Fédération bancaire française, etc. Bon, enfin, tu vois, donc évidemment, tu te rappelles du scandale de ce qu'on a appelé les OATI, les obligations assimilables au Trésor, mais indexées sur l'inflation. Eh bien ça, c'était une grande demande des banques et évidemment l'État a cédé. L'État a cédé, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as de l'inflation, au lieu d'avoir éliminé toute notre dette à taux zéro, eh bien en fait, on a eu une dette qui a été indexée en partie, hein, à peu près 10% de la dette française qui a été indexée sur l'inflation. Donc c'est encore un mécanisme de connivence entre les organes de l'État et notamment l'agence France Trésor qui gère la dette sans en référer ou presque aux parlementaires, en tout cas sans leur demander leur avis, mmh. et les banques et les marchés financiers qui, eux, profitent toujours de ça. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est quand même hallucinant. Depuis 30 ans, le taux d'emprunt de l'État sur les marchés a systématiquement été supérieur au taux de croissance. Donc, voilà, Tout est dit. systématique. Ouais, c'est formidable. Mais alors, on t'écoute depuis, tout à l'heure sur cette idée de la dette. On a l'impression qu'il y a une course en avant aussi. C'est-à-dire que, d'un côté, on continue de s'endetter toujours plus. De l'autre côté, on demande toujours plus d'efforts aux Français avec toujours moins. On se demande où va l'argent? La question de la dette pour relancer la demande, pour, financer aussi, les services publics. En réalité, il n'en est rien. L'hôpital est dans un état catastrophique. L'école, c'est réforme après réforme. Quand on voit, les collectivités locales qui sont, toujours, sous la pression, parce que l'État se désengage, où va l'argent? Eh bien, où va l'argent? Alors, c'est une très très bonne question. Et alors, je vais répondre en deux temps, parce qu'il y a deux éléments qui sont très intéressants. Déjà, il faut savoir quelque chose, et peut-être ça va surprendre ceux qui nous écoutent, mais c'est une réalité. Depuis les années 80, la part des dépenses de fonctionnement de l'État par rapport au PIB n'a pas bougé. C'est la même. Donc, l'État ne dépense pas plus qu'avant. Au contraire, Pour il est son plutôt fonctionnement. économe vu qu'il y a Voilà. l'inflation, oui. Pour son fonctionnement, hein, Mmh. voilà, pour son fonctionnement. Par contre, les dépenses publiques ont augmenté. Et pourquoi elles ont augmenté? Il y a deux postes qui ont augmenté. C'est pas les dépenses de fonctionnement, hein, c'est pas les petits fours des ministères, etc. C'est pas du tout ça. Il y a deux postes qui ont augmenté. Les aides aux entreprises, Ouais. qui sont passées de 2% du PIB dans les années 70 à peu près 8% aujourd'hui, hein, quand même 200 milliards par an. Ouais. Donc, c'est pas rien. Et le deuxième poste, c'est les dépenses sociales, mais pour une raison très simple. La population a vieilli. Mmh. Donc évidemment, les dépenses de retraite, les dépenses, alors j'allais dire les dépenses d'hôpital, sauf que les dépenses d'hôpital n'ont pas suivi la même pente, mais elles auraient dû, en Elles auraient réalité, dû, elles voilà, auraient d'où dû. la situation actuelle, ouais. Vu la situation actuelle, elles auraient dû, mais c'est surtout les dépenses de retraite, de prestations sociales, de prise en charge qui ont augmenté. Mais l'État ne dépense pas plus et n'investit pas plus, et au contraire, Mmh. il a renié sur des choses qui sont terriblement inquiétantes. Par exemple, l'investissement public. L'investissement public a fait exactement l'inverse que l'aide aux entreprises. Il était de 8 à 10% du PIB pendant toutes les 30 glorieuses, et aujourd'hui, il est de moins de 2%. Donc, tu vois, il y a eu un phénomène de vase communicant entre l'un et l'autre. Ouais, c'est vrai. L'investissement public s'est effondré, les aides aux entreprises ont progressé et les dépenses sociales ont progressé du fait de l'allongement de la durée de la vie, du fait des retraites et du fait aussi de l'augmentation du chômage, hein, parce que Mmh. le chômage a dû, mais ce chômage,
qui résulte en partie de ces politiques. Tu sais, il y avait une BD assez bien faite qui s'appelait Le choix du chômage. Oui, En réalité, oui, nous, on a montré dans un rapport récent avec l'Institut Rousseau de 2% pour 2 degrés au niveau français et Road to Net Zero au niveau européen, qu'en réalité, si on investissait massivement dans la reconstruction écologique, ce que j'appelle la reconstruction écologique, parce que je pense qu'il faut un effort de reconstruction aujourd'hui qui est à peu près similaire à celui qu'on avait connu après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, où d'ailleurs la référence est intéressante parce qu'en 1945, notre dette publique, le pays était ravagé, notre dette publique était de 180% du PIB. ouais. 180%. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place les grands plans de reconstruction, qu'on met en place la sécurité sociale, qu'on met en place tout ce qui va fonder la France moderne des 30 Glorieuses. Et tu crois qu'à ce moment-là, on avait des Bruno Le Maire qui nous expliquaient, ah ben non, écoutez, la dette est à 180% du PIB, alors surtout, faut rien faire. Le pays est ravagé, mais bon, non, non, on va pas leur dire les dépenses publiques, on va rien faire, Mais on va attendre. est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi, enfin, on se rappelle, il y avait le plan aussi, il y avait Mais un oui. vrai Haut Commissariat au plan qui est pas celui actuel, hein, de François Bayrou. Il y avait aussi un vrai pouvoir politique. Est-ce que c'est pas aussi parce que, depuis les années, 80, c'est les marchés financiers qui ont pris le pouvoir tout simplement? Si, les marchés financiers ont pris le pouvoir, mais avec la complicité des États, Oui, oui, bien au sûr. moment, ouais, tout à fait. Alors, ce qui est, en 1945, tu vois, justement, et ça, j'y reviens longuement dans le livre, on avait un pays très endetté et on avait un besoin de reconstruire et vraiment de rentrer dans la modernité et on n'avait pas le choix, et notamment parce qu'il y avait la pression de l'Union soviétique, etc., etc. Bon. Alors, du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait mettre en place des mécanismes innovants de financement. À ce moment-là, on a mis en place les avances de la Banque centrale au Trésor, on les a augmentées. On a mis en place ce qu'on a appelé le circuit du Trésor, où l'État pouvait dicter ses conditions aux banques privées enfin vraiment, c'était fantastique. L'État allait voir les banques privées et disait, je veux vous emprunter tant et à tel taux, et c'est moi qui décide. Enfin, Mmh. tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on n'arrive même plus à concevoir que, que, Bah, que, ça, que ça a pu exister, que ça a on a pu être inventé possible. le too big to fail. Maintenant, la banque est intouchable, hein. Elle peut faire à peu Maintenant, près ce la qu'elle banque est veut. intouchable. Elle Voilà. ne doit pas, me faire faillite, hein. C'est d'où Mais ça cette n'a pas concentration toujours dans le été. secteur bancaire, ouais. Voilà, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, on Ouais. avait ce système fantastique qui permettait de drainer de l'épargne et de la réinvestir. Alors, tu sais, quand on entend Bruno Le Maire Oui, nous dire il faudrait utiliser l'épargne des Français pour investir, sauf qu'il n'est pas fichu, pardonne-moi de l'expression, d'organiser un système qui permettrait de le faire, qui mmh. permettrait de dire oui, on va drainer l'épargne des Français, par exemple dans un pôle public bancaire, et ce pôle public bancaire va réinvestir dans la transition, dans le social, dans l'innovation, etc. Non, on laisse ça aux mains des marchés et on Bah préfère et que aussi, il y a la belle excuse de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire on le fera au niveau européen. Donc la balle est dans le camp, donc on ne fait rien. il faut C'est faire l'union ouais, bancaire avant tout et l'union des marchés de capitaux avant tout, parce que voilà, sinon on peut rien faire, etc. Non, mais en réalité, ce qui est fantastique, et ouais. là c'est vraiment inquiétant, c'est que quand tu regardes les traités européens, Mmh. en matière monétaire et budgétaire, et notamment si tu regardes très précisément les articles 119 à 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout a été verrouillé. Tout a été verrouillé. La Banque centrale ne peut pas faire des avances au Trésor, ni leur accorder des découverts, etc. Elle ne peut pas non plus en faire aux banques publiques d'investissement. Elle ne peut pas organiser la solidarité entre les États membres. Les règles budgétaires, on n'en a pas encore parlé, mais les règles budgétaires qui viennent d'être établies sont encore pires que les précédentes, pour des tas de raisons, parce qu'on passe de la mesure du déficit par rapport au PIB, ce qui pouvait laisser penser que quand on fait de la croissance, quand même, on peut avoir un déficit un peu plus Ouais. élevé. On a remplacé ça par un pilotage sur les dépenses. C'est-à-dire que maintenant, on va compter sou par sou. Donc, même si tu fais de la croissance, tu ne pourras pas dépenser plus parce qu'on va compter sou par sou. Bon. Euh,
On a abaissé les sanctions. Alors ils ont dit oui, on abaisse les sanctions, mais en fait, pourquoi ils ont abaissé les sanctions? Pour les rendre plus réalistes et plus actionnables, hein, et qu'on puisse plus régulièrement sanctionner les États qui dépassent le déficit. Et au niveau européen, si on veut faire comme Bruno Le Maire, mais ça fait des années que Mmh. j'alerte là-dessus, si on veut faire comme Bruno Le Maire et ramener le déficit en 2027 à moins de 3% du PIB. Tu sais ce que ça signifie comme économie sur les dépenses publiques chaque année? 20 à 30 milliards d'euros. D'accord. Et dans le même temps, nous à l'Institut Rousseau, mais on peut aussi parler du rapport Pisani-Ferry et tout ça, tous les spécialistes estiment que si on veut réussir ne serait-ce que la neutralité carbone, je te parle même pas de sauvegarder la biodiversité, d'investir dans l'innovation et tout ça. Rien que la neutralité carbone, il faudrait investir en plus 2% du PIB chaque année, dont une grande part en dépenses publiques, c'est-à-dire à peu près 50 à 60 milliards d'euros. Alors comment on fait d'un côté en réduisant les dépenses de 30 milliards d'euros chaque année pour investir 60 milliards d'euros? Donc en fait, on nous tient des discours. On nous dit oui, on va faire ça, on va aller vers ci, on va aller vers ça. Et la réalité des chiffres, c'est qu'il y a un double langage entre les objectifs qui sont affichés, un double discours entre les objectifs et les moyens qui sont alloués à ces objectifs. Ça ne suit jamais. Ça Ouais. ne suit jamais. Et là où moi je suis particulièrement furieux de cette situation, c'est que véritablement, là, les Américains, dont on dit parfois c'est des ultralibéraux, des dogmatiques et tout, ce qui est vrai sur certains points, hein, bien sûr, et ben en matière de finances publiques et en matière d'investissement, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Je te parle pas de la Chine, ni même du Japon, etc. Voilà, le seul continent qui est complètement pétri de dogmes et qui va vraiment se suicider économiquement, hein, il n'y a pas d'autre Mmh. mot, c'est nous. C'est nous pour des idées complètement absurdes, pour Mais des d'où elles idées. viennent ces idées? Est-ce que c'est, les Allemands, par peur de revivre, une période comme les années 30? Est-ce que c'est les Français, qui se sont dit: «Oui, bon, bah, pourquoi pas le coup des 3% qui sort de nulle part apparemment?» Enfin, Ben, il y a bien des gens qui ont fait des études, qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit: «Bah, tiens, on va se tirer une balle dans la tête». ouais. Pourquoi? Alors tu sais, alors vraiment pour fréquenter les gens qui font des études, pour fréquenter les hauts fonctionnaires, les banquiers centraux, etc., je peux t'affirmer qu'il y en a la moitié qui ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord, c'est Et rassurant. non, mais écoute, il faut le dire, hein, je veux dire, j'ai eu récemment, pour donner qu'un exemple, j'ai eu récemment un échange avec la sous-gouverneure de la Banque de France, Agnès Benassi-Kéré. D'accord. Parce que tu sais, on a proposé l'annulation des dettes publiques détenues Oui. par la BCE en échange d'investissements. Je peux le rappeler en 2 secondes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais la BCE détient 4100 milliards d'euros de dettes publiques des États membres de la zone euro. Mmh. Ça ne lui sert à rien parce que rembourser une banque centrale qui crée la monnaie, c'est quand même un peu stupide. Nous, ça nous oblige à faire de l'austérité, à couper dans les dépenses des gens, à couper dans les dépenses publiques, à augmenter les impôts, etc. Tout ça pour aller rembourser une institution qui n'en a pas besoin. Et alors, Agnès Benassi-Kéré, très opposée à cette idée, évidemment, parce que ça emmerderait beaucoup les grands financiers de faire quelque chose comme ça, me dit oui, mais alors si on fait ça, qu'on annule les dettes publiques détenues par la BCE, eh ben ça veut dire que la BCE ne va pas reverser, ne va pas faire de profit et donc ne va pas reverser de dividendes ensuite aux États. Ben, c'est doublement faux. C'est doublement faux. C'est factuellement faux pour 2 raisons. La première raison, c'est que un enfant de 5 ans peut comprendre que si tu annules la dette que tu dois à la banque centrale, oui, elle pourra pas te reverser des intérêts, mais c'est parce qu'elle te les paiera pas. C'est parce que toi tu les paieras pas, pardon. Ouais, C'est parce que l'État les paiera pas. donc c'est à Donc somme c'est une nulle. Ouais. ça somme nulle, c'est une simple question de logique, sauf que Mmh. d'un côté, tu te débarrasses de la dette. Donc sur les intérêts, ça change rien, mais sur la dette, tu te débarrasses de la dette. Et la deuxième raison, c'est parce que depuis 2 ans,
Et justement, pour la raison que je te disais tout à l'heure, les banques centrales qui ont décidé d'augmenter leur taux d'intérêt et donc de rémunérer les réserves bancaires, eh ben, elles ne font plus de profit. Et donc, elles ne reversent plus leurs dividendes aux États. Et alors, tu vois, moi, je suis sidéré que des gens, quand même, qui sont, en l'occurrence, les sous-gouverneurs de la Banque de France, fassent des erreurs factuelles aussi grossières que ça. Aussi grossières que ça. Voilà, et je Mais l'en c'est ai pas fait des erreurs, enfin, c'est une idéologie, c'est une vision, purement Oui, mais idéologique de la finance. Oui, mais on peut défendre une idéologie sans pour autant dire des choses qui sont Ah oui, factuellement fausses. fausse, oui, oui. Bah, Voilà. alors là, c'est l'ère de la Et post-vérité. On accuse Trump de faire ça, pourquoi pas une sous-gouverneure de la Banque de France, hein? mais oui, mais voilà, moi, c'est ça qui C'est inc m'inquiète, c'est dingue. c'est vraiment dans Non, le mais en vrai, c'est discours, dingue. En vrai, c'est et c'est proprement dingue. scandaleux. Donc C'est comme mais Bruno dans Le Maire, qui a très peu de concept d'économie, on a l'impression, mais sans complètement. parler de la porte-parole du gouvernement. Mais c'est-à-dire qu'on a affaire là à des choix qui ont été faits il y a quelques années, qui n'ont aucun sens économique. C'est ce que tu nous dis, hein, sur Qui la n'ont aucun règle sens économique. financière, On fait européenne. souffrir les gens pour rien. On fait Bah souffrir si! les gens Alors pour rien. si, il y en a qui en Pas profitent pour quand rien. même, les banques Ah bah privées. oui. On fait pas ça pour rien. Oui, 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 non, il y en a qui en profitent, bien sûr, mais c'est Voilà. une minorité, et c'est une minorité de gens qui, en effet, n'ont pas de scrupules, n'ont pas beaucoup de morale, hein, je trouve, parce que ils instrumentalisent ça. Et d'ailleurs, il y a qu'à regarder. Enfin, tu vois, par exemple, même Villeroy de Galhau, qui est gouverneur de la Banque de Ouais. France, dans sa position, il est censé être neutre. Il défend l'indépendance des banques centrales, mais chaque jour, il intervient dans les radios, dans les télés et tout pour dire: «Ah, quand même, l'État, il faut qu'il baisse ses dépenses publiques et tout». C'est de Oui, la neutralité, ça, systématiquement. c'est pas de Ouais, la ouais. neutralité. Non. Voilà, ces gens défendent la politique d'une caste, et et qui est basée sur des idées fausses. Alors, tu vois, les Allemands, tu parlais des Allemands, je Mmh. trouve que ça, c'est très intéressant. Tu sais, on a l'habitude de dire, c'est l'hyperinflation allemande Mmh. qui a amené Hitler au pouvoir. Ben, en réalité, il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Parce que l'hyperinflation allemande, elle a eu lieu en 1923 et elle a été gérée, on en est sorti en 1925. Et Hitler arrive au pouvoir en 1933. Mmh. Alors bon, il se passe Ouais. quand même du temps. Il y a Alors qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est qu'en 1930, il y a un chancelier de droite qui s'appelait le chancelier Brüning. L'Allemagne a été le pays d'Europe qui était le plus frappé par la crise de 29. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait un peu comme nos chers gouvernants. Il a dit, bah, c'est génial, il y a une crise, tout le monde souffre, il y a des chômeurs partout. Et ben, je vais faire une politique d'austérité. C'était la meilleure idée, évidemment, au moment où les gens souffrent, au moment où il n'y a plus d'emploi, au moment où les usines ferment, il fait une politique d'austérité. Et c'est cette politique d'austérité qui a été appliquée pendant 3 ans, de 1930 à 1933, qui a amené Hitler au pouvoir. Donc, si on veut ramener l'extrême droite à nouveau au pouvoir aujourd'hui en Europe, il faut continuer à faire exactement ce qu'on fait. Appliquer des politiques d'austérité sur des périodes de crise sociale où le nombre de personnes à l'aide alimentaire a été multiplié par 3, où les ouais. gens n'ont plus confiance à la politique, où on vient nous expliquer que on ne peut rien faire, hein, que l'État ne peut rien faire, qu'on est surendetté, etc. Alors qu'il y a 1000 façons de résoudre les questions de dette et de s'en sortir très bien. Il suffirait de créer un peu de monnaie, de relancer l'activité, d'annuler les dettes publiques détenues par la BCE. Mais ça, ils veulent pas en entendre parler, tu vois. Annuler les dettes publiques détenues par la BCE, ça ne laisse personne. Il y a personne qui est lésé. Les banques, Mmh. il n'y a pas de problème, elles sont pas touchées. L'épargne des gens, il n'y a pas de problème, personne n'est touché. Il y a juste la Banque centrale qui va devoir créer un peu de monnaie. Mais il vaut mieux ça ou vaut mieux plonger le continent entier dans la pauvreté, dans l'austérité, etc. Mais ça, une solution pareille, qui permettrait de se débarrasser d'un tiers de la dette publique, bon, ça, ils veulent pas en entendre parler. Évidemment. Ouais. Évidemment, j'ai envie d'ajouter. De même que quand je propose, dans le livre, je propose qu'à un moment, on puisse avoir des choses qui ont pu en partie exister par le passé, c'est-à-dire qu'on ait des mécanismes de création monétaire libres de dette, où on décide de manière démocratique, de manière ciblée, de créer de la monnaie sans dette Mmh.
pour investir dans des secteurs d'avenir et notamment dans l'innovation, dans la reconstruction écologique et notamment pour venir financer des dépenses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas rentables et qui ne sont pas financées par le marché. Donc ça ne laisse personne. Et là, à ce moment-là, bah, ces solutions-là, tu comprends que si on investit ce type de monnaie, eh bien, comme elle est injectée sans dette, elle va se diffuser dans l'économie et elle va permettre à tout le monde de rembourser plus facilement les dettes. Et elle va faire augmenter beaucoup plus rapidement la richesse que l'endettement. Et donc, c'est ce que j'ai appelé une arme de désendettement massive. Et Mmh. ben ça, ce genre de solution, ils ne veulent pas en entendre parler. Je suis pas le seul à proposer ça. On l'a proposé avec Alain Grandjean, avec Gaël Giraud, avec Jésabel Coupet-Soubeyran, avec d'autres. Et voilà, c'est aussi un peu dans l'esprit de la MMT aux États-Unis. Mais ces solutions-là, ils ne veulent pas en entendre parler, justement Ouais. pour ce que je disais tout à l'heure, à savoir maintenir les gens sous la pression de cette peur de la dette, leur faire peur tous les 4 matins avec les marchés, alors que les marchés, bah, ils nous prêtent sans aucun problème, que même si les agences de notation vont avoir la décision, tu sais, dans un mois, Oui, ça elles vont change rien. peut-être dégrader elles vont peut-être dégrader un peu notre note. Et alors, on s'en fout. Même à la Grèce, ils reprêtent aujourd'hui les marchés financiers, alors que la Grèce a une dette catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils font du business. C'est pas leur problème, voilà. Donc on se fait peur avec des tas de choses, avec les taux d'intérêt qu'on pourrait maîtriser, avec les emprunts publics. Enfin, les emprunts sur les marchés alors que les marchés ont besoin de dette publique, etc. Donc tout ça, c'est des raisons fausses. Les véritables raisons qui poussent à faire tout ça, c'est en effet privatiser, réduire la place de l'État, réduire la place de l'aide sociale, favoriser le transfert au privé d'un certain nombre d'activités, favoriser aussi une politique soi-disant favorable au capital pour davantage investir. En réalité, ça fait 15 ans qu'on fait des politiques favorables au capital pour soi-disant plus investir. Bah, ça marche pas. Bah, On plus a et surtout, investir et créer de l'emploi. Or, on est toujours à 7 de chômage, on est loin du plein exactement, emploi, peu importe ce que disent les exactement. politiques. Donc on voit bien que ces aides, passer de 2 à 8 aux entreprises, n'ont pas permis de créer d'emplois. Ça, c'est un leurre. Mais ça n'a pas permis de créer d'emplois. Déjà, elles sont très très mal ciblées. Et puis elles sont très très mal ciblées. Elles sont pas conditionnées. Et en plus de ça, si tu veux, on va toujours accorder des aides qui ne sont pas des aides à l'emploi ou des aides à la production, ou des aides à Mmh mh. l'innovation. C'est on fait Bah, on a semblant eu, de l'exemple de Sanofi, par exemple, qui a eu des aides justement à la recherche et à l'innovation et qui, dans le même temps, a ouais, sur licencié le plusieurs crédit milliers de personnes. exactement, Donc voilà, sur le crédit d'impôt recherche, tout à fait. exactement. Et voilà, et donc c'est bien la preuve qu'en effet, on a une politique qui ne marche pas, on ne planifie Mmh. rien, on ne va pas dans les secteurs un peu d'avenir, on ne va pas là où il faudrait véritablement investir. Et au niveau de la politique de la Banque centrale, c'est encore pire que ça, hein. Je te rappelle Mmh. que depuis 2015, le quantitative easing, hein, le fameux quantitative easing, on a, la Banque centrale européenne a créé 6 000 milliards d'euros. Et le PIB de la zone euro, hein, alors ça, l'argent magique, il y en avait hein, pour Il y ça, en a, il n'y a ouais, pas de problème, là, il y en avait. Et le PIB de la zone euro, dans le même temps, a progressé de moins de 2 000 milliards d'euros. Donc, ils sont où les 4 000 milliards d'euros Ah oui, ils de sont différence hein. Ben, ils ont tourné en boucle dans la sphère financière, dans les marchés immobiliers, etc. Ce qui t'explique qu'en pleine pandémie, au moment où tout est à l'arrêt, au moment où tout est à l'arrêt, les indices boursiers battent leurs records historiques. C'est quand mais même c'est fantastique, bah, ça. il faut le rappeler, la crise sanitaire a vu l'explosion de la fortune des multimilliardaires.
Et C'était pour cause. quasiment un fois 2 en réalité, hein, Et ouais, 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 et je crois même c'est encore pire que ça, hein. Je crois que ça a mmh. même été plus que ça, hein. J'ai vu, enfin, même si on se réfère, j'ai plus le chiffre exact en Bah, tête, c'est mais des si on se chiffres qui veulent plus réfère rien au dire, mais ouais. globalement, on a vu l'ultra enrichissement des ultra riches. La crise Ouais, sanitaire, c'était ça. Ouais, et toute cette création monétaire, est partie dans la poche de ceux qui investissent massivement sur les marchés financiers. Les indices boursiers ont battu des records. Il faut rappeler un truc, hein, pour ceux qui croient que la bourse finance encore l'économie réelle. La proportion des nouvelles, des introductions en bourse qui viennent vraiment financer une entreprise sur la part totale des opérations boursières. Tu sais ce que c'est? je sais pas 0,1 même pas? Bon, tu es un peu trop sévère. Ah! 2%. 2. Ah j'ai Ah, tu as vu, non c'est mais très élevé quand même. je pensais, au micro-trading, enfin quand on voit le nombre d'opérations Oui, alors si tu financières qu'il y a rajoutes à la ça, oui, seconde, oui, voilà, donc je me dis: «Bah, rien quoi en réalité», oui, bah, voilà. rien. Voilà, mais Ouais, rien du tout. Donc 98% de ces opérations, c'est de la spéculation sur des choses ouais, qui existent déjà. Ça ne vient pas du tout financer, de nouveaux investissements, et donc c'est pour ça que, quand, on fait des politiques favorables, au capital, à la détention d'actions et tout ça, en réalité, on favorise les boursicoteurs, on favorise pas du tout l'investissement. Si on ouais, voulait favoriser l'investissement, on pourrait réfléchir à accorder des exonérations fiscales à ceux qui investissent réellement dans des entreprises en capitaux, en fonds propres, et qui gardent leur investissement pendant longtemps et qui participent au financement de la production, et non pas à spéculer sur des actions que parfois ils vont revendre 24 heures après, et encore 24 heures, c'est presque une ouais, durée longue sur les marchés financiers. Donc voilà, donc on a tout ça à repenser, et je pense que là-dedans, la réappropriation de ce bien commun qu'est la monnaie et qu'est la politique monétaire, hein, on voit que c'est là un des cœurs du réacteur, un des mmh, cœurs de l'endroit où on peut créer de la monnaie et où on peut le cibler au lieu de le laisser dans les mains des marchés financiers qui en font n'importe quoi, où on peut le cibler sur des activités productives, sur des entreprises, sur des emplois, sur la protection de zones humides, par exemple, des forêts, de ce dont on a besoin pour faire la reconstruction écologique. Eh bien, si on se réapproprie ce pouvoir sur la monnaie, on a là des leviers très concrets pour véritablement mettre fin à cette dérive du capitalisme financier qui est nourrie par cette idéologie du laisser faire, laisser aller oui. sur le marché, et surtout l'État se Et retire. de la monnaie dette, en fait, hein. Le problème, c'est ce que tu disais en Eh bien, introduction, que le voilà. aujourd'hui, la monnaie est basée sur la dette. Donc sans la Ouais. dette, pas de monnaie. Mm. Alors sur quoi on pourrait baser la monnaie? On voit qu'il y a il y a beaucoup de débats sur, les monnaies numériques, les cryptos, l'euro numérique et cetera. Sur quoi il faut bien une valeur de référence pour, créer de la monnaie, donc quelle serait cette nouvelle monnaie qui permettrait l'émancipation, des États finalement et surtout des politiques sociales. Alors déjà, si tu me permets un tout petit détour historique, faut quand même rappeler que pendant longtemps, on a eu, pendant les périodes, disons primitives, on a eu des monnaies symboliques, puis ensuite on a eu des monnaies marchandises, et le système de la monnaie dette, en fait, s'est mis en place progressivement à partir de la Renaissance, avec une invention géniale des marchands italiens, qui était la comptabilité en partie double, qui permettait d'enregistrer un actif et un passif, et donc de différer des opérations et d'enregistrer comme ça. Et petit à petit, on s'est émancipé de l'or, de l'argent, etc. Et on a basé le système de création monétaire, hein, ça s'est fait progressivement, sur la promesse de la création d'une richesse future ou du remboursement par la création d'autres richesses. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à ce système de monnaie dette. Et dans l'histoire, il ne faut pas oublier que ça a été un immense progrès. Il n'y aurait pas eu de révolution industrielle, il n'y aurait pas eu de révolution s'il n'y avait pas eu de révolution du crédit, s'il n'y avait pas eu Ouais, cette révolution qui permettait finalement d'avoir une monnaie qui n'était plus basée sur le passé,
sur les métaux précieux qui avaient déjà été extraits, mais qui permettait de regarder vers l'avenir. Mais en effet, le problème, c'est qu'on a associé tout ça à une dette. On a associé tout ça à une dette. Et donc, du coup, il n'est pas étonnant que dans des sociétés qui ont besoin de plus en plus de monnaie pour faire leurs opérations commerciales, d'investissement, d'échange, etc., eh bien, la monnaie, la masse monétaire progresse et la dette progresse en même temps. C'est ça Mmh. la raison fondamentale de la progression de la dette. Alors, moi, je ne suis pas pour éliminer totalement le système de monnaie-dette parce que il a les avantages que je t'ai décrits, c'est-à-dire de permettre de financer des dépenses d'avenir. En revanche, il faut introduire un autre mode de création monétaire. Ça ne veut Mmh. pas dire une nouvelle monnaie, hein, ça veut dire un autre mode de création monétaire hein, qui est toujours en euros, mais où on décide d'introduire de la monnaie sans dette pour casser ce parallélisme entre la progression de la dette et la progression de la masse monétaire. Et sur quoi la baser? Eh bien justement sur des investissements qui seraient décidés démocratiquement et qui seraient faits en faveur de l'intérêt général. Si tu veux, au moment du Conseil national de la résistance, nos Mmh. aïeux avaient eu une très belle idée. Ils avaient dit, ils l'ont inscrit hein, dans le programme du CNR, ils avaient dit il faut créer un parlement du crédit et de la monnaie. Et ce parlement du crédit et de la monnaie, ben, il servirait à réunir autour de la table les États, les collectivités, les entreprises, des citoyens aussi, et de dire, bon, quelles sont les priorités qu'on veut pour faire de la création monétaire, pour faire du crédit? Est-ce qu'on veut, par exemple, renchérir le crédit sur l'achat de la 5e ou de la 6e résidence secondaire? Donc là, on augmente les taux d'intérêt pour dissuader la spéculation immobilière. Ouais. Et au contraire, est-ce qu'on veut garder des taux à zéro pour tous ceux qui accèdent à leur première résidence principale, par exemple? Ou mettre des taux d'intérêt plus élevés sur les actifs fossiles, les choses polluantes, et moins élevés sur les actifs verts. Donc tout ça, ou tout simplement créer cette monnaie libre de dette pour dire, par exemple, je te donne un exemple, aujourd'hui, la rénovation énergétique des logements des ménages modestes, on sait que ça ne peut pas se faire parce que les ménages modestes n'en ont pas les moyens. Et Ouais. pourtant, c'est une source de problèmes de santé pour eux. C'est une source d'émissions de gaz à effet de serre avec ce qu'on a appelé les, les passoires thermiques. Mmh. C'est une source de dépenses hein, parce que le Bien chauffage sûr, coûte le très chauffage cher. coûte beaucoup plus cher, ouais. Le chauffage coûte beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, ça, on n'arrive pas à le financer. Et tu vas pas dire à un ménage modeste qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, bon, écoute, il va falloir investir dans la rénovation de ton logement, Non, mais peut-être que tes économies sur ta facture, ça va arriver, bon, au bout de 15 ans, tu vois. Au bout de 15 ans, tu vas commencer à ça pouvoir marche faire un pas. peu des Mmh. économies. Ça marche pas. Bon, typiquement, pourquoi on crée pas de la monnaie pour ça et pour Mmh. dire, vu que l'État veut pas le faire, l'État dit, je suis trop endetté, ça marche Bah, pas et l'État tout. fait des chèques, il y a des chèques rénovation, Ouais, enfin mais il y en a trop les peu, mais il y en c'est a très peu très et tu peu, vois bien mais c'est la politique du chèque qui est choisie, hein, c'est pas autre et c'est chose. la politique du chèque. Alors en plus, ça pose des problèmes de contrôle et tu vois Mmh. bien que l'un des premiers dispositifs qui a été supprimé là avec le retour de Ouais, l'austérité et avec les 10 milliards d'euros, c'était MaPrimeRénov' justement. ouais, C'est le ouais, ouais. premier truc qui a été sucré. Bon, pour des dépenses comme ça, qui sont pas rentables, que les marchés ou les banques ne veulent pas financer, qui sont nécessaires pour la société, et typiquement là, ce Parlement du crédit et de la monnaie, il y aurait une validation démocratique, pourrait dire, voilà, on va créer un peu de monnaie pour ça, et ça va faire de la demande adressée aux entrepreneurs, pas délocalisable parce que c'est des opérations sur le territoire national. Ça va aider les gens. Ça va être bon pour l'environnement, ça va être bon pour la santé, on fera des économies dans la santé, on fera des économies de chauffage, on dépensera moins d'énergie, etc. Bref, tout le monde est gagnant. Tout le monde est Mmh. gagnant. Mmh. Et quel serait le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir à utiliser ce type de solution? On va te dire, ça va faire de l'inflation. Non. Ouais.
moi, je suis pas du tout d'accord. Ça va pas faire de l'inflation parce qu'au contraire, ça va réduire notre demande, en pétrole, en fuel et tout ça, qui est de l'inflation importée. Tu as vu ce qui s'est passé les dernières années où en fait, on a dû importer ça de Russie et cetera et dès qu'il y a eu la guerre, ces prix-là ont flambé. Donc, non, ça réduit nos importations, ça réduit l'inflation importée, ça réduit les factures de chauffage des gens qui en bénéficient et ça réduit les factures de santé. Donc non, quand on cible bien la création monétaire, quand on fait de la bonne dépense, quand on réfléchit à comment bien dépenser, eh ben, on peut tout à fait contenir les effets sur l'inflation. D'ailleurs, si la création monétaire était toujours inflationniste, comme on a tendance à le dire, Mmh. qui est faux, eh bien, il faudrait fermer les banques demain matin, parce que les banques, elles en créent tous les jours de la monnaie. Et si tu veux, depuis les années 90, la masse monétaire mondiale a été multipliée par 3, et le taux d'inflation, lui, juste avant la guerre en Ukraine et la pandémie, a été divisé par 4. Donc ça marche pas, Mmh. évidemment. On est resté sur une vision de la théorie quantitative de la monnaie qui date du XVIe siècle, où l'afflux d'or et d'argent du Nouveau Monde vers l'Espagne avait créé de l'inflation parce que les nobles avaient tout gardé pour eux et s'étaient acheté des babioles de luxe. Bon, là évidemment, ça fait de l'inflation. Mais Bah, si on réfléchit un petit peu, non, ça fera pas d'inflation. donc là, en fait, on est sur des dogmes, dépassés d'une certaine façon, Oui. avec des gens aux commandes dépassés aussi. Tu nous parlais de certains, sous-gouverneurs de la Banque de France qui ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, éviter la catastrophe? Parce que là, c'est quoi le la suite? C'est que la monnaie va disparaître? Elle va ne plus avoir de valeur? Est-ce que, ce qu'on entend sur le risque des États qui feraient la poche des comptes des ménages français va arriver? Est-ce que la faillite, va arriver, ou pas? Quelle est la suite, en fait, si on continue, avec, cette dette, liée à l'austérité? Bah, si tu veux, il n'y a aucun État qui a jamais réussi à rembourser sa dette par l'austérité. C'est tout le contraire, hein. Comme je te disais tout à l'heure, quel est le moment de notre histoire, je veux dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la dette a été au plus faible? C'est 1974. Notre dette était de 20% du PIB. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et 1974, où on avait une dette de 180% du PIB qui a été réduite à 20%? Eh ben, l'État n'a pas arrêté d'investir. Il investit massivement et donc on a eu les En 30 glorieuses s'endettant. Ouais, c'est et ça. tout ça, en s'endettant, et puis alors pas qu'en s'endettant auprès des marchés comme on le fait aujourd'hui. Il Mmh. avait aussi les mécanismes de création monétaire, de circuit du trésor, etc., qu'il Mais faudrait réactiver. ce qui s'est Euh, passé en 74, il y a pas un truc qui s'appelle et ben l'Union si, européenne qui alors, arrive? ce qui s'est passé, alors ça a été progressif, hein, Ouais. bon, tu sais, il y a eu l'histoire de la fameuse loi de 73 Mmh. qui aurait interdit les avances. En réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Oui, oui. Ça s'est fait progressivement. C'est Maastricht qui a mis fin définitivement aux avances. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a une idéologie qui est arrivée, le monétarisme, hein, dont Mmh. Milton Friedman est le principal représentant, et qui a dit, il faut arrêter de permettre aux États d'avoir ces facilités monétaires, parce que c'est pas bien, il prend trop de place dans l'économie, il investit trop, tu vois. Alors lui, il était pas C'était content quoi? de ça. C'était la peur de la soviétisation de l'économie mondiale en disant: «L'État va Voilà, prendre trop de poids face au privé»? C'était une panique, exactement. en fait, des Américains face à ça? Bah, pas de tous les Américains, hein, parce qu'eux, Mmh. ils avaient aussi des systèmes un peu similaires, hein, malgré tout, et que Reagan a aboli après. Mais ça a été vraiment une idéologie, hein, ce monétarisme qui a fini Mmh. par conquérir l'ensemble du monde occidental. C'était vraiment l'idée, en effet, qu'il fallait réduire la place des États, qu'il fallait que les États n'aient plus ces facilités monétaires, que s'ils les avaient, ils allaient être des magots, ils n'allaient pas Mmh. faire les bons choix, que c'était au marché de faire les choix et pas à l'État, ce qui est d'autant plus dommageable dans le cas de la France, parce que dans le cas de la France, qu'est-ce qui a marché
pendant les 30 glorieuses, ben, c'est les partenariats publics-privés. C'est comme ça qu'on a fait le TGV, c'est comme ça qu'on a fait Airbus, c'est comme ça qu'on a lancé notre programme spatial, c'est comme ça qu'on a fait les grands plans de création de centrales nucléaires, etc. C'est ça qui a marché, le plan et l'alliance publique-privée avec des forts financements publics. Et depuis qu'on a renoncé à tout ça, eh ben bravo, bravo les monétaristes. On n'a jamais aussi peu investi et la dette n'a jamais été aussi élevée. Elle n'arrête pas de remonter. Donc bravo. Ces gens-là ont tout faux. Toutes leurs recettes qui avaient dit l'État va dépenser trop, etc. Ben, résultat, l'État n'a jamais été aussi endetté. Mmh. Donc il faut combattre cette idéologie qui est aujourd'hui encore répandue dans les banques centrales en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il faut la combattre pied à pied. Il faut montrer qu'elle est inefficace, qu'elle est stupide, qu'elle a amené que des malheurs sur le plan économique, qu'elle n'a tenu aucune de ses promesses, Non, aucune, sur le chômage notamment, hein, c'est sur le ridicule. chômage, sur l'innovation, sur l'investissement, sur la compétitivité, sur la croissance, rien sur la pauvreté, évidemment. Aucune de ces promesses de cette idéologie monétariste qui a évolué après vers du néolibéralisme n'a été Mmh. tenue. Ça a été un échec sur toute la ligne. Donc à un moment, il faut se poser des questions et il faut vraiment changer. Et on a les outils pour changer, on a les outils intellectuels, on a les outils politiques, mais il faut réussir à convaincre un maximum de citoyens, comme tu le fais très bien avec tes interventions, de l'absurdité de tout cela, quoi. Eh ben, merci beaucoup, c'est ce que j'allais conclure, exactement comme ça, en disant: «C'est ce qu'on fait ici au monde moderne, hein, de réfléchir justement sur, les aléas de ce monde étrange». Je rappelle, le livre, de Nicolas Dufresne, notre invité, qui s'appelle «Dette au XXIe siècle, comment s'en libérer» aux éditions Odile Jacob. C'était une interview passionnante pour comprendre, hein, les mécanismes de la dette, de la création monétaire, mais aussi ces arcanes qui semblent compliqués, alors qu'en réalité, il s'agit d'idéologie pure, hein, des banques centrales. Exactement. Donc merci beaucoup, Nicolas. On en reparlera avec toi. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager. C'est Le Monde Moderne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur patreon.com/le monde moderne ou nous rejoindre sur nos différents réseaux. Merci d'avoir écouté cette interview ce matin sur Le Monde Moderne.